Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique s'est ouverte hier à Cotonou, au Bénin. Une rencontre pour définir les politiques de santé et d'approuver le budget et le programme de travail de l'OMS sur le continent. À terme, cette session verra l'élection d'un nouveau directeur régional de l'OMS, le professeur Thérèse Ndriyoma, ancienne ministre de la Santé, est la candidate de la Côte d'Ivoire à ce poste. Delphine Gla est notre envoyée spéciale à Cotonou. La 64e session du comité régional de l'OMS s'ouvre à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. La rencontre de Cotonou est donc une occasion propice pour débattre de fond en comble de cette maladie cruelle. Il urge en effet de trouver des solutions les plus efficaces pouvant conduire à son éradication dans les plus brefs délais. Madame, l'Organisation mondiale de la santé, notre organisation planétaire, a gagné de nombreuses batailles, y compris les plus improbables. Le monde entier, et particulièrement notre continent, fonde légitimement son espoir et son espérance en elle pour vaincre ce nouvel ennemi commun. Ebola au centre des préoccupations. La session du comité régional se tient dans un contexte difficile, selon Dr Louis Sambo, directeur régional sortant de l'OMS pour l'Afrique. L'épidémie à virus Ebola met à rude épreuve et compromet les progrès réalisés en matière de développement socio-économique dans les pays touchés. À ce jour, plus de 13 000 cas ont entraîné près de 5 000 décès en Afrique de l'Ouest. Il faut une réponse urgente, a lancé Dr Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, qui s'exprimait en anglais. Elle a aussi délivré le message de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, sur la mobilisation internationale pour lutter efficacement contre Ebola. Autre sujet à l'ordre du jour, notamment la lutte contre les maladies transmissibles, la réforme de l'OMS qui sera marquée par l'élection d'une nouvelle équipe de direction au bureau de l'OMS pour l'Afrique. 5 candidats en lice, dont le professeur Ndriyoma Thérèse, ancien ministre de la Santé, actuellement conseiller du président Alassane Ouattara, chargé de la santé. Après l'ouverture de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, place aux travaux en session plénière. Et ouverture hier à Abidjan de la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Ce sera l'occasion pour les participants de renforcer leur capacité en matière de gestion des caisses générales de retraite et les institutions de prévoyance sociale en Afrique. Cette rencontre internationale porte sur la cartographie des risques, un outil indispensable à la bonne gestion des questions de sécurité sociale. Serge Collier. Dans la gestion des caisses générales de retraite et des organisations de prévoyance sociale, la cartographie des risques est un outil essentiel. Elle permet de recenser les risques majeurs et de les présenter de façon synthétique. Les inspecteurs, auditeurs et autres cadres des organisations de prévoyance sociale venus du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon, du Niger, du Togo, du Tchad, du Congo et de la Côte d'Ivoire seront formés aux notions essentielles en matière de cartographie. Ils pourront ainsi identifier les risques et les instruments de gestion. Pour le secrétaire permanent de la CIPRES, la conférence interafricaine de prévoyance sociale, collecter des fonds au titre des cotisations sociales et effectuer un volume important d'opérations telles que le paiement des prestations sociales implique pour les dirigeants prise de risques, mais aussi prise de décisions au quotidien. Nous avons souhaité organiser cette rencontre afin qu'on puisse échanger ensemble pour mettre en place la méthodologie nécessaire qui nous permettra de mettre en place la cartographie des risques des institutions de sécurité sociale. Eugène Niancan, directeur général adjoint de l'IPS-CGRAE, l'institution de prévoyance sociale, la Caisse générale de retraite des agents de l'État, a souligné le rôle majeur de la CIPRES dans le dispositif de bonne gouvernance des caisses de prévoyance sociale. Le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Bamba Karim, a tout simplement souhaité que ces 5 jours de formation
permettent aux participants de se familiariser avec les notions de cartographie et de risque pour une meilleure maîtrise des outils de gestion. Et ce n'est plus qu'une question de jours. Le pont de Boisflé, un ouvrage à 2 voies et long de 124 mètres situé à la sortie de la ville sur l'axe Yamoussoukro, Boisflé, Daloa, Mans, va bientôt être livré. Le chantier a été visité ce week-end par les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi. Ils sont allés se rendre compte de l'évolution des travaux et c'est ce que nous dit Mamadou Kwasi. Dans quelques jours, ces longues files d'attente de véhicules ne seront qu'un lointain souvenir. Le pont de Boisflé sur le fleuve Badama, promis par le président de la République Alassane Ouattara, est désormais une réalité. Tout est fin prêt pour sa livraison dans 2 semaines, selon les techniciens en charge des travaux. Chez les usagers, c'est la satisfaction totale. Quand on vient, on peut s'arrêter pendant au moins 1 heure de temps, ou bien à 30 minutes, attendre des autres passer. Aujourd'hui, nous, on a trouvé un nouvel pont et 2 voies. Vraiment, on a satisfait. Et on est très content. On remercie le président Alassane Ouattara. Un pont comme ça, depuis après le décès de Félix Faure-Boigny, vraiment, je suis content. Je suis content, très bien. Je suis fier de ma région. C'est ce chantier en finition qui a reçu la visite des ministres d'État, Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi. Une visite qui leur a permis de voir l'état du chantier. Ça a été vraiment une très très belle surprise de voir l'état d'avancement. Et je disais au ministre d'État que ce pont ne servira à rien si on ne réhabilite pas la voie Yamoussoukro-Boisflé. Donc je pense que de venir voir de très près, de toucher ces réalités nous permettra de rendre compte au président de la République afin qu'au sein du gouvernement, nous puissions être des avocats de la réhabilitation de la voie Yamoussoukro-Boisflé. Ce pont a été attendu depuis 30 ans. Et le président de la République, en moins de 2 ans, a réalisé ce pont pour le bonheur de la population de la Marawi. C'est un grand soulagement, c'est un grand honneur. C'est en septembre 2012 que le chef de l'État Alassane Ouattara a lancé les travaux de ce projet. Un projet qui prend en compte la construction d'un nouveau pont et la réhabilitation de l'ancien pour un coût total de 7 milliards de francs CFA. Déjà, la ville de Boisflé a bénéficié de 6 km de bitume au grand bonheur des populations de la Marawi. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, effectue une tournée dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Albert Mabry-Touakeus a sillonné les villes d'Agou et de Grand-Akousin. Et dans ces 2 localités, le ministre a invité les populations à l'union et au rassemblement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Moussa Konaté et Herman Yamien nous en parlent. Ambiance festive à Agou dans la région de la Mé au sud-est de la Côte d'Ivoire. La raison, la ville reçoit Albert Mabry-Touakeus, ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Il est porteur d'un message, celui de l'union et du rassemblement pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous inviter à prendre votre part dans la reconstruction de la Côte d'Ivoire, dans la remobilisation des fils de ce pays. Sans la paix et sans la sécurité, point de développement. Aucun rêve n'est possible quand le préalable que constitue la paix et la sécurité ne sont pas remplis. Allons ensemble, marchons ensemble dans la confiance. Essayons de bâtir quelque chose de nouveau pour la Côte d'Ivoire. Le président de la République est au travail, mais ce qu'il est en train de faire, c'est des jalons qu'il pose pour la Côte d'Ivoire de demain. C'est une Côte d'Ivoire qui doit aller au-delà que nous devons commencer à construire aujourd'hui. Le ministre Albert Mabry-Touakeus a procédé à cette occasion à l'investiture de la jeunesse communale d'Agou. Peu avant, c'est le village de Grand-Akousin, à 4 km d'Agou, qui l'avait accueilli. L'illustre hôte a été baptisé grand chef Atié du nom de Nanancho, un acte pour démontrer l'union scellée entre le ministre et le peuple atié. Faisons à présent le tour de l'actualité sur le continent, bref et en images. Notre point de départ est le Kenya, théâtre d'attaque. Dans ce pick-up, le corps des assaillants. Dimanche, l'armée kenyane a repoussé l'attaque d'un groupe de jeunes contre une de ses casernes à Mombasa. Selon l'armée, les jeunes étaient armés de machettes, mais des témoins affirment avoir entendu des échanges de tirs. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur l'identité des assaillants ni sur leur mobile. Cette attaque a eu lieu 24 heures à peine après une embuscade contre des policiers dans le nord du Kenya. Attaque qui a fait 22 morts. Visite
visite au Congo du président sénégalais Macky Sall. Une visite de 3 jours à Oyo, la ville natale de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Les deux hommes ont parlé coopération bilatérale. 200 000 Sénégalais vivent au Congo. Il a aussi été question de la situation au Burkina Faso, les deux chefs d'État appelant à une transition pacifique. Le séjour s'est achevé sur une note agro-pastorale avec une visite guidée dans un ranch appartenant à Denis Sassou Nguesso qui veut encourager l'élevage dans son pays. Doublé kényan au marathon de New York. Chez les hommes, c'est Wilson Kipsang qui s'est imposé avec un chrono de 2 heures 10 minutes 59 secondes, juste devant l'Éthiopien Lelisa Desissa. Kipsang devient le premier homme à gagner les 3 plus grandes courses du monde. Sa compatriote Marie Ketani s'est imposée chez les femmes. Et toujours hors de nos frontières, les autorités zambiennes ont déclaré une période de deuil national de 14 jours au cours duquel les drapeaux seront mis en berne. Le pays a décidé de rendre un dernier hommage à feu le président Michael Sata, décédé le 28 octobre dernier. Honneur militaire et hommage populaire de la Zambie à son président défunt. La dépouille de Michael Sata, décédé à 77 ans dans un hôpital de Londres, vient d'être rapatriée à Lusaka ce week-end par avion. C'est le vice-président Guy Scott qui accueille la veuve de Michael Sata. À lui d'assurer l'intérim jusqu'aux élections anticipées prévues en janvier. Toute la classe politique, parti présidentiel comme opposition, est là pour saluer la mémoire du chef de l'État au pouvoir depuis 3 ans. Sur tout le trajet du cortège funéraire, une foule en deuil dit adieu à son président. Michael Sata, surnommé le roi Cobra, était décrié pour ses dérives autoritaires. Mais les Zambiens aimaient cet homme du peuple, au franc-parler fracassant. C'est vraiment choquant de constater par moi-même qu'il n'est plus à la tête de l'État. Il était là et maintenant, il n'est plus de ce monde. Je l'aimais avant même qu'il ne soit président. Ça m'a bouleversé, j'ai eu un coup au cœur et je suis même resté chez moi jusqu'à aujourd'hui. Ils sont des centaines à attendre leur tour depuis dimanche pour se recueillir devant le cercueil, exposé au centre des congrès de la capitale. Tristesse palpable de ces anonymes qui ont découvert tard la maladie de leur chef d'État, un sujet tabou. Michael Sata sera enterré le 11 novembre. S'ouvre pour la Zambie une période de deuil, mais aussi une bataille féroce de succession. Plusieurs figures du parti présidentiel se disputent déjà la place, mais Moulenga, le fils du président défunt, serait aussi sur les rangs. Rendons-nous à présent au Pakistan, où un attentat suicide a fait une 50aine de morts. Un attentat suicide a fait 55 morts et 120 blessés dimanche soir à Wagah, ville frontière entre le Pakistan et l'Inde. Plusieurs groupes talibans pakistanais ont revendiqué cette attaque qui a touché essentiellement des civils. Une foule nombreuse était venue assister à une parade militaire, l'une des rares attractions touristiques au Pakistan. Des familles entières ont péri dans l'attentat au moment où elles quittaient la cérémonie. Une des attaques les plus meurtrières de ces dernières années au Pakistan. Le Pakistan récolte ce qu'il a semé. Les services pakistanais ont donné naissance à ces groupes terroristes pour commettre des attentats en Inde. Et maintenant, le Pakistan est le premier à souffrir de ces groupes terroristes. Ils sont victimes de cette maladie qu'ils ont fait naître. À travers tout le Pakistan, la police est en état d'alerte maximum afin de protéger les commémorations de l'Ashura, une des journées les plus importantes du calendrier religieux chiite. Les groupes islamistes talibans ont souvent ciblé les chiites qui forment 20% de la population pakistanaise. L'alerte de sécurité est maximale car le niveau de menace est au plus haut. L'auteur de l'attaque suicide aurait tenté de franchir la frontière avec l'Inde au moment où il a déclenché ses explosifs. La tension est très forte depuis un mois entre le Pakistan et l'Inde. Les échanges de mortiers se sont multipliés ces dernières semaines dans la région très disputée du Cachemire. À présent, le reste de l'actualité en bref dans le monde, commençons par l'Irak où il s'est produit un attentat.
Comme chaque année en Irak, les attentats redoublent d'intensité au moment de la fête Shahid d'Ashura. La journée de dimanche a été sanglante à Bagdad. Une première explosion contre une tente de fidèles au sud-ouest de la capitale a fait 13 morts et 29 blessés. À Sadr City, dans le quartier Shahid du nord-est de la ville, une voiture piégée visant également un lieu de rassemblement de pèlerins a fait 6 morts et 19 blessés. Les autorités ont renforcé la sécurité entre Bagdad et Kerbala pour éviter une hécatombe mardi lors des cérémonies officielles. L'atmosphère et les océans se sont réchauffés, les quantités de neige et de glace ont diminué et le niveau de la mer a augmenté. C'est en ces termes que le GIEC a résumé les effets du réchauffement planétaire à ce jour. Dans son dernier rapport, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat affirme qu'il faut agir vite pour réduire les émissions de CO2, car les températures moyennes à la surface de la planète et des océans augmentent à une vitesse inédite, avec un impact désormais perceptible sur tous les continents. Partie dimanche de Saint-Malo par une mer forte et un vent de plus de 30 nœuds, la route du Rhum a été malmenée au démarrage par le mauvais temps et les incidents. Alain Coville, un des favoris qui pointait en tête, a percuté un cargo avec son trimaran. Bilan, un flotteur abîmé et la contrainte de faire route arrière à petite vitesse vers le Finistère. Auparavant, Jean Galfione, ancien champion olympique, avait heurté une bouée non éclairée. Il a été contraint de revenir, lui, vers les côtes d'Armor. À 35 ans, Daredevil Nick Valenda, issu d'une famille d'acrobates, a enregistré de manière spectaculaire 2 nouveaux records du monde. Muni d'une caméra, il a franchi en funambule à 206 mètres d'altitude la distance de 138 mètres, séparant le gratte-ciel Léo Burnett de la tour Marina City à Chicago. La plus haute traversée du monde entre gratte-ciel. Dans la foulée, mais cette fois-ci les yeux bandés, il a franchi sur filin à une hauteur de 166 mètres, la distance de 29 mètres séparant la tour Marina de la tour Est. À son arrivée, il a été salué par une énorme acclamation de la foule venue l'admirer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Très bon début de journée à tous et à toutes.